Avant les 12 travaux, Hercule a tué sa propre famille. Vous connaissez sûrement Hercule, l'homme le plus fort du monde, le héros capable d'écraser des monstres à main nue, celui qu'on imagine invincible. Mais la vraie histoire d'Hercule est beaucoup plus sombre. Dans la mythologie grecque, son nom est Héraclès. Et avant les exploits, avant la gloire, avant les 12 travaux, il y a une malédiction, une folie envoyée par les dieux, un crime impossible à réparer et une punition si cruelle qu'aucun homme n'aurait dû y survivre. Car les 12 travaux n'étaient pas une quête héroïque, c'était une condamnation. Avant d'être une légende, Héraclès est d'abord un enfant né d'une trahison divine. Son père est Zeus, roi des dieux. Sa mère est Alcmène, une mortelle. Et cette naissance suffit à provoquer la haine de Héra, l'épouse de Zeus. Pour Héra, Héraclès n'est pas seulement un enfant. Il est la preuve vivante de l'infidélité de Zeus. Alors, dès ses premiers jours, elle cherche à le détruire. On raconte qu'elle envoie 2 serpents dans son berceau. 2 créatures froides, silencieuses, glissant vers le nouveau-né dans l'ombre. Mais Héraclès n'est pas un enfant ordinaire. Il saisit les serpents et les écrase avec ses petites mains. Ce jour-là, le monde comprend qu'il n'est pas comme les autres. Il grandit, il devient puissant. Trop puissant. Sa force dépasse celle des hommes. Son nom commence à circuler. Il accomplit des exploits. Il devient un héros. Mais la haine d'Héra ne disparaît jamais. Elle attend. Elle observe. Et un jour, elle frappa là où aucune force ne peut protéger Héraclès. Son esprit. Dans un excès de folie envoyé par la déesse, Héraclès perd le contrôle de lui-même. Quand la folie se dissipe, il découvre l'horreur. Selon la version la plus connue, il a tué sa propre famille. Pas par haine, pas par choix, mais par malédiction. Et c'est peut-être ça le plus cruel. Héraclès est assez fort pour vaincre des monstres, mais pas assez pour échapper aux dieux. Brisé par la culpabilité, il cherche une réponse, un moyen d'expier, un moyen de survivre à ce qu'il a fait. L'oracle lui impose alors une punition terrible. Il devra servir le roi Eurysthée, un homme lâche, jaloux, incapable d'égaler sa force. Et ce roi va lui imposer des missions impossibles. Des travaux créés pour l'humilier, pour le briser, ou simplement pour le faire mourir. 12 épreuves, 12 pièges, 12 pas vers l'enfer. Le premier travail mène Héraclès à Némée. Là-bas, une créature terrorise la région. Un lion gigantesque, une bête si féroce que personne n'ose plus approcher son territoire. Mais le plus terrifiant n'est pas sa taille, ni ses griffes, ni ses crocs. Le plus terrifiant, c'est sa peau. Aucune arme ne peut la traverser. Les flèches rebondissent. Les lames glissent, les coups ne servent à rien. Eurysthée pense avoir trouvé le piège parfait. Envoyer Héraclès contre un monstre que même le bronze ne peut blesser. Mais Héraclès comprend vite une chose. S'il ne peut pas tuer le lion avec une arme, il devra le tuer avec sa propre force. Il l'affronte dans sa caverne, là où la fuite est impossible. Là où le combat devint une lutte primitive. Pas de gloire, pas d'armée, pas de lumière divine. Seul un homme et une bête. Héraclès saisit le lion. Il serre encore jusqu'à que le monstre cesse de respirer. Puis il utilise les griffes même de la créature pour découper sa peau invulnérable. À partir de ce jour, Héraclès porte la peau du lion de Némée comme une armure, comme un trophée. Comme le premier signe que cette punition ne va pas le tuer facilement. Mais Eurysthée n'abandonne pas. Pour le deuxième travail, il envoie Héraclès dans les marais de Lerne, là où se trouve l'hydre, un monstre serpentiforme aux multiples têtes. Son souffle est empoisonné, son repère est toxique, et chaque tête arrachée cache une horreur pire encore. Car quand Héraclès coupe une tête, 2 repoussent à la place. Plus il combat, plus le monstre devient dangereux. C'est une épreuve cruelle, parce qu'elle retourne sa force contre lui. Chaque coup aggrave la menace. Chaque victoire crée un nouveau danger. Pour la première fois, Héraclès ne peut pas seulement frapper plus fort. Il doit réfléchir. Avec l'aide de son compagnon, Iolaos, il trouve une solution. À chaque tête tranchée, Iolaos brûle la plaie pour empêcher la chair de repousser. Une par une, les têtes tombent, jusqu'à la dernière, la tête immortelle. Héraclès ne peut pas la tuer, alors il l'enterre sous un énorme rocher, puis il trempe ses flèches dans le sang empoisonné de l'hydre. Ce sang deviendra l'une de ses armes les plus terribles, mais cette victoire a un goût amer, parce que dans les yeux d'Eurysthée, elle ne compte presque pas. Héraclès a été aidé, et pour un roi qui cherche à l'humilier, c'est suffisant pour transformer un exploit en faute. Le troisième travail semble plus simple, capturer un sanglier, mais pas n'importe lequel. Le sanglier d'Eurymanthe est une bête énorme, sauvage, qui ravage les montagnes. Il détruit les terres
il déchire les forêts, il charge avec une violence incontrôlable. Cette fois, Héraclès ne doit pas seulement tuer, il doit capturer la bête vivante. Il la traque dans les montagnes enneigées, il l'épuise, il la pousse dans la neige profonde. Et quand le monstre s'enfonce, incapable de charger, Héraclès le maîtrise. Puis, il le ramène vivant à Eurysthée. Et là, l'image devient presque ridicule. Le roi, terrifié par la créature, se cache dans une jarre. Héraclès vient de survivre à 3 monstres. Mais celui qui le commande n'a même pas le courage de regarder sa punition en face. Après les premiers monstres, Eurysthée change de stratégie. Si Héraclès survit au combat, alors il faut lui imposer des épreuves où la force brute devient inutile. Des missions absurdes, des missions humiliantes, des missions impossibles autrement que par patience, précision ou intelligence. La biche de Sérénie n'est pas un monstre, c'est une créature sacrée d'Artémis, rapide comme le vent, insaisissable, magnifique. Ses sabots sont d'airain, ses bois brillent comme l'or. Eurysthée ordonne à Héraclès de la capturer vivante. Mais il y a un piège, s'il la tue, il offense Artémis. S'il échoue, il reste prisonnier de sa punition. Alors Héraclès la poursuit, pas pendant un jour, pas pendant une semaine, pendant une année entière, à travers les forêts, les montagnes, les terres sauvages. Cette épreuve n'est pas celle de la force, c'est celle de l'endurance. Un héros capable d'écraser un lion doit maintenant apprendre à ne pas détruire. Finalement, Héraclès capture la biche sans la tuer. Et lorsqu'Artémis apparaît, furieuse, il explique sa punition. Il ne chasse pas par orgueil, il obéit à une condamnation. La déesse accepte. Mais Héraclès comprend que dans ses travaux, chaque victoire peut aussi provoquer la colère d'un dieu. Le 5e travail est une humiliation. Eurysthée n'envoie pas Héraclès combattre un monstre. Il lui ordonne de nettoyer les écuries du roi Augias. Des écuries immenses, abandonnées depuis des années, remplies d'une saleté impossible à retirer en une seule journée. C'est une mission pensée pour rabaisser Héraclès, faire du plus grand héros du monde un simple nettoyeur. Héraclès ne répond pas par la colère, il répond par l'intelligence. Il détourne le cours de 2 fleuves et laisse la puissance de l'eau accomplir ce que des milliers d'hommes n'auraient pas pu faire. En une journée, l'impossible est nettoyé. Mais encore une fois, Eurysthée refuse de reconnaître pleinement l'exploit. Parce qu'Héraclès a trouvé un moyen. Et pour ceux qui veulent vous voir échouer, même votre intelligence devient une tricherie. Le 6e travail ramène Héraclès face à l'horreur. Au lac Stymphale vivent des oiseaux monstrueux. Leurs becs sont tranchants, leurs plumes sont de bronze. Et ils attaquent les hommes comme des nuées de lames vivantes. Le problème, c'est qu'ils se cachent dans une zone marécageuse inaccessible. Héraclès ne peut pas les atteindre. Alors Athéna lui vient en aide. Elle lui donne des crotales de bronze, des instruments capables de produire un bruit assourdissant. Héraclès les frappe. Le son déchire le silence du marais. Les oiseaux s'envolent en masse et lorsqu'ils quittent leur refuge, Héraclès les abat avec ses flèches. Ce travail montre encore autre chose. Héraclès n'est pas seulement fort, il sait attendre, observer, faire sortir le danger de l'ombre. Puis vient le taureau de Crète. Une bête liée aux fautes du roi Minos. Un animal furieux, envoyé par les dieux, devenu incontrôlable. Il ravage les terres, il renverse tout sur son passage. Héraclès doit le capturer vivant. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement de le tuer. Il faut approcher la fureur, la contenir, la dominer sans la détruire. Héraclès affronte le taureau. Il résiste à ses charges, il saisit ses cornes, il lutte contre une force presque divine. Puis il le maîtrise et le ramène à Eurysthée. Mais plus les travaux avancent, plus une question apparaît. Eurysthée cherche-t-il vraiment à faire expier Héraclès? Ou cherche-t-il seulement à prouver qu'un jour, même le plus fort des hommes finira par tomber? Après les monstres et les épreuves impossibles, les travaux prennent une nouvelle dimension. Héraclès ne doit plus seulement parcourir la Grèce, il doit aller plus loin, vers des terres étrangères, des royaumes violents, des peuples puissants, des frontières où le monde des hommes touche celui des dieux. Le 8e travail l'envoie chercher les juments de Diomède, des chevaux terrifiants, pas de simples animaux sauvages. Ces juments sont nourris de chair humaine. Leur maître, Diomède, les entretient dans la violence, et leur fin est devenue une légende. Héraclès arrive dans ce royaume brutal. Il comprend que les bêtes ne sont pas les seules monstruosités. Parfois, le vrai monstre est celui qui les a dressés. Dans le combat, Diomède est vaincu. Et selon la tradition, Héraclès donne le roi à ses propres juments. La cruauté retourne vers celui qui les a créés. Les chevaux sont maîtrisés. Et Héraclès repart
repart avec une nouvelle victoire. Mais les travaux deviennent de plus en plus sombres. On n'est plus seulement face à des bêtes, on est face à des royaumes entiers contaminés par la violence. Le 9e travail semble presque diplomatique. Héraclès doit rapporter la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Cette ceinture n'est pas un simple objet, c'est un symbole de pouvoir, un don divin, une marque d'autorité. Quand Héraclès arrive, Hippolyte accepte d'abord de lui donner. Il n'a pas besoin de guerre, pas besoin de sang, mais Héra intervient encore. Déguisée, elle sème la méfiance parmi les Amazones. Elle fait croire qu'Héraclès veut enlever leur reine. La tension explose. Les Amazones attaquent. Héraclès croit être trahi et le malentendu devient tragédie. La ceinture est obtenue, mais la paix possible a été détruite par la manipulation divine. Encore une fois, Héra ne se contente pas de regarder Héraclès souffrir. Elle transforme même les rencontres en pièges. Le 10e travail mène Héraclès jusqu'aux confins du monde connu. Il doit voler les bœufs de Gérion. Mais Gérion n'est pas un roi ordinaire. C'est un géant monstrueux, un gardien presque impossible à affronter. Avant même de l'atteindre, Héraclès traverse des terres brûlantes. Il avance jusqu'au bord du monde. Et là, la légende raconte qu'il érige les colonnes d'Héraclès aux portes de l'océan. Comme si son voyage marquait la limite entre ce que les hommes connaissent et ce qu'ils ne devraient jamais franchir. Il affronte les gardiens, puis Géron lui-même. 3 corps, 3 menaces, un seul héros. Héraclès le tue, il prend les bœufs et commence un retour long, dangereux, semé d'embuscades. À ce stade, les travaux ne sont plus de simples missions, ce sont des voyages aux frontières du monde. Le 11e travail est peut-être l'un des plus mystérieux. Héraclès doit rapporter les pommes d'or des Hespérides, des fruits divins, gardés dans un jardin sacré, protégés par des nymphes. Et par Ladon, un dragon monstrueux enroulé autour de l'arbre. Mais le plus difficile n'est pas seulement de vaincre le gardien, c'est de trouver le jardin. Héraclès doit chercher, interroger, voyager. Il rencontre des êtres anciens. Il traverse des terres où la géographie devint presque mythique. Et surtout, il croise Atlas, le titan condamné à porter le ciel sur ses épaules. Héraclès comprend qu'il ne pourra pas obtenir les pommes seul. Alors, il accepte de porter le ciel à la place d'Atlas, pendant que le titan va chercher les fruits. Imaginez cette image, le plus fort des hommes, écrasé sous le poids du ciel. Pas un monstre, pas une bête, le ciel lui-même. Atlas revient avec les pommes. Mais il ne veut plus reprendre son fardeau. Alors Héraclès utilise la ruse. Il demande à Atlas de reprendre le ciel juste un instant, le temps d'ajuster sa position. Atlas accepte. Et Héraclès repart avec les pommes. Ce travail prouve une dernière fois que sa force seule ne suffit pas. Pour survivre aux dieux, il faut parfois être plus malin que les immortels. Eurysthée comprend alors une chose. Tant qu'Héraclès reste dans le monde des vivants, il peut revenir. Alors, pour le dernier travail, il lui demande l'impossible absolu. Descendre aux enfers et ramener Cerbère vivant. Cerbère n'est pas seulement un chien monstrueux. Il est le gardien du royaume des morts. La créature qui empêche les vivants d'entrer et les morts de sortir. 3 têtes, une gueule pleine de crocs, un corps de cauchemar, une présence qui appartient à l'ombre. Cette fois, Héraclès ne part pas vers une forêt, ni vers une montagne, ni vers un royaume lointain. Il marche vers le lieu que tous les hommes craignent, là où les héros deviennent des ombres, aux enfers. Il doit obtenir la permission d'Hadès. Le dieu accepte à une condition. Héraclès devra maîtriser Cerbère sans armes. Pas de lame, pas de flèche, pas de tricherie. Seulement ses mains, sa force, son courage. Alors, Héraclès affronte le gardien des morts. Il saisit Cerbère, il résiste à ses morsures, à ses griffes, à sa fureur et le soumet. Puis il remonte, un vivant sortant des enfers avec le chien d'Hadès. Quand Eurysthée voit Cerbère, sa peur est totale. La punition touche à sa fin. Héraclès a affronté les monstres, les dieux, les royaumes lointains, les frontières du monde. Et pour finir, il a traversé la mort. Les 12 travaux d'Hercule ne sont pas seulement une suite d'exploits. Ils racontent autre chose. La chute d'un homme, sa culpabilité, sa punition et sa tentative impossible de se relever. Héraclès n'est pas seulement le plus fort des héros grecs, il est celui qui a été brisé par les dieux, puis forcé de transformer sa souffrance en légende. Chaque monstre vaincu ne lui rend pas ce qu'il a perdu. Chaque victoire ne lave pas complètement sa faute. Mais travail après travail, il avance. Et c'est peut-être pour ça que son histoire traverse encore les siècles. Parce qu'au fond, Héraclès ne combat pas seulement des monstres. Il combat
ce qu'il est devenu, ce qu'on lui a fait faire, et ce qu'il doit porter pour continuer à vivre. Alors dites-moi, pour vous, Héraclès est-il un héros invincible ou un homme maudit, condamné à devenir une légende pour survivre à sa propre tragédie? J'espère que ce récit vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et abonnez-vous pour ne plus rater une seule légende.